Il y a vraiment une mauvaise conception qui repose sur une ignorance quasiment volontaire qu'on trouve trop souvent encore en France, qui est de considérer les événements ukrainiens comme une espèce d'épisode d'une gigantesque partie d'échecs qui aurait lieu entre les grandes puissances, entre les États-Unis et entre la Russie. Donc aujourd'hui, on dit que l'Ukraine est en guerre. Elle est en guerre depuis 8 ans. Depuis... Et c'est pour ça qu'en fait, cette résistance est farouche. C'est qu'ils sont en guerre depuis 8 ans et ils en ont pleinement conscience. Ces gens-là ont été brutalisés, toute la culture ukrainienne a été martyrisée. Ils prennent conscience avec des gens comme Kouchma dans les années 90, grâce à l'indépendance, qu'ils ne sont pas la Russie, qu'ils veulent être l'Ukraine. Simplement, c'est quoi l'Ukraine? Ils savent pas encore. L'Europe a un sens pour les Ukrainiens que peut-être, en effet, elle n'avait plus pour nous. Aujourd'hui, peut-être qu'on la redécouvre. Et quelle chance! Bonjour et bienvenue sur Profession Culture. Indépendante depuis 30 ans, l'Ukraine se retrouve au cœur de l'actualité depuis le 24 février dernier, bénéficiant d'un soutien quasi unanime, alors qu'elle a longtemps été inexistante aux yeux du monde. Qui connaît l'histoire de l'Ukraine ? Qui connaît ses luttes, ses traditions, ses langues, ses cultures ? Oui, car l'Ukraine est une terre de la diversité. N'en déplaise à ceux qui veulent la réduire à une périphérie, un satellite, le faubourg de je ne sais quelle puissance. Beaucoup ont essayé de mettre la main sur cette terre protéiforme. Elle a toujours été autre, développant en son sein un irréfragable désir de liberté. L'Ukraine n'est pas une extension de l'Ouest, ni une petite Russie. Elle est une terre des confins, une terre des frontières multiples, un réceptacle composite, pluriel, riche de quantité d'influences. C'est ainsi que la très grande majorité des Ukrainiens vivent leur identité aujourd'hui. Ils savent que leur pays est le fruit de colonisation et d'influences varègues, polonaises, lituaniennes, mongoles, tatares, khazars, russes, autrichiennes, allemandes. L'Ukraine en porte encore aujourd'hui cette trace, puisqu'elle reconnaît légalement 14 langues. Outre l'ukrainien, la langue officielle, il y a le russe, le grec, le tatar, le gagaouz, le polonais, le hongrois, le biélorusse, le roumain, le géorgien, le romani, l'arménien, l'azéri et le yiddish. Cette liste seule suffit à briser toute tentative de simplification. Chacune de ces langues révèle une histoire singulière. Dès lors que la très grande majorité des Ukrainiens se pensent comme Ukrainiens, et on le voit bien à la résistance aujourd'hui qu'ils opposent à la Russie, la question ne peut être que qu'est-ce qui constitue fondamentalement l'identité et là où les cultures de ce pays ? Pour y répondre, j'ai la joie d'accueillir sur ce plateau Réginald Gaillard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et éditeur. Vous avez dirigé un ouvrage collectif qui vient de sortir et qui est en librairie, Ukraine, pivot de l'Europe. Anna de Chessy-Canter, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste plasticienne d'origine ukrainienne, directrice de la galerie Little Odessa à Paris et cofondatrice du centre Anne de Kyiv. Alors je dis Kyiv parce que c'est le nom ukrainien de la ville de Kiev et on va rendre maintenant à l'Ukraine ce qui lui appartient. Donc le centre Anne de Kyiv dédié à la culture ukrainienne à Senlis. Florent Mouchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes slaviste, professeur agrégé de russe à l'université Rennes 2. Et enfin, Antoine Arjakovski, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous avez dirigé plusieurs institutions en Russie et en Ukraine, et vous êtes aujourd'hui co-directeur du département de recherche politique et religion au Collège des Bernardins. Alors ma première question, ce sera pour vous, Antoine Arjakovski, j'aimerais, pour commencer cette table ronde sur l'identité et là où les cultures de l'Ukraine, parler de l'histoire, de l'identité ukrainienne à travers le temps. Qu'est-ce qui a fondé, ou qu'est-ce qui fonde encore aujourd'hui l'identité ukrainienne ? Pour répondre à cette question, les historiens aiment bien d'abord raconter l'histoire de l'histoire, l'historiographie. Parce que si on répondait directement, alors on tomberait dans la même impasse qui est celle qu'on connaît en France, en Europe, à savoir d'être dans une vision d'un récit sur l'identité ukrainienne qui serait imbriqué dans l'histoire russe, de l'Empire russe.
Et en réalité, il faut sortir de ce logiciel pour comprendre vraiment cette identité ukrainienne. Et les logiciels qui s'opposent, principalement dans l'historiographie, dans la façon de raconter l'histoire, c'est d'un côté en Russie Nikolaï Karamzin, qui était le grand historien de l'époque de Nicolas Ier, du tsar Nicolas Ier, donc au XIXe siècle. Et puis d'un autre côté, du côté ukrainien, celui de Mikhailo Hrushevsky, qui a été le dirigeant du pays. Qui a été celui qui a été le premier président en 1917 de l'Ukraine. L'un comme l'autre sont deux grands historiens, et l'un comme l'autre ont raconté deux histoires différentes en partant de la Rousse de Kiev, ce grand État qui va du 9e au 13e siècle, pour le faire rapidement, qui s'étend au-delà de l'Ukraine contemporaine, puisqu'il va jusqu'à Novgorod dans le nord, et qui a été un des grands États européens à l'époque médiévale. Je ne peux pas devant Anna Kanter, ne pas mentionner le fait que l'une des filles du prince Yaroslav le Sage, Anne de Kiev, a épousé un roi de France, Henri Ier, au XIe siècle. Au XIe siècle, et est devenue elle-même reine de France, et on en sait quelque chose donc à Senlis. Et donc voilà, pour dire que c'était un grand État d'une grande culture, puisque elle pouvait signer et était lettrée, alors que le roi Henri ne l'était pas. Et donc voilà, Yaroslav a fait en sorte que ses enfants puissent épouser les plus grandes dynasties européennes. Simplement, voilà, cet État-là, pour Karamzin comme pour Hrushevsky, il y a cette idée que la Russie ou l'Ukraine sont les héritiers directs, uniques et exclusifs. Et donc, du coup, ça pose un problème, parce que si c'est l'Ukraine et uniquement l'Ukraine, alors ça peut pas être la Russie et réciproquement. Le problème, c'est que c'est l'historiographie russe qui a dominé beaucoup, et en Russie et en Ukraine, du fait de la domination historique de l'Empire russe sur l'Ukraine, et du fait aussi que beaucoup d'émigrés russes sont venus en France et ont fait ce récit qu'il n'y avait que l'Empire russe et qu'il n'y avait pas l'Ukraine. Donc, en réalité, pour comprendre les choses, nous, en France, on a quelque chose qui nous permet de comprendre immédiatement le problème entre la Russie et l'Ukraine. C'est ce qu'on a connu entre la France et l'Allemagne. Entre la France et l'Allemagne, il y a eu ce même conflit théologico-politique. Avec Charlemagne. Avec Charlemagne. Les uns et les autres, nous disions que nous étions les uniques héritiers de Charlemagne. Ça a provoqué 2 guerres mondiales au XXe siècle. Donc voilà, il faut sortir de ce logiciel et comprendre que... Vous voyez une corrélation entre l'héritage de Charlemagne et les guerres mondiales ? Bien sûr. En 1914, on célébrait donc le 700e anniversaire de la bataille de Bouvines, de 1214, mais partout en France, dans chaque village de France, on célébrait la victoire de Bouvines. Et il a fallu attendre simplement les années 70 pour qu'un historien français, Georges Duby, écrive ce livre, Le Dimanche de Bouvines, pour dire que c'était une glorification complètement exagérée de cette bataille, qu'en réalité personne n'avait vraiment gagné, personne n'avait vraiment perdu, et que de toute façon c'était absurde de se dire les uniques héritiers de Charlemagne, alors que la capitale de Charlemagne était bien Aix-la-Chapelle. Donc c'est la même chose entre la Russie et l'Ukraine. Quand on a une vision mythologique, symbolique, continue, qui n'intègre pas justement l'histoire dans cette vision, qui pose un schéma comme éternel d'une identité, alors on est dans une logique impériale qui fait un lien direct entre la Rousse de Kiev, avec le baptême de Vladimir ou de Volodymyr en 988, et le fait que Vladimir Poutine, en 2014, ait érigé une statue dédiée à Saint Vladimir en face du Kremlin. Il y a un lien direct de continuité, alors que, en réalité, Moscou n'existait pas en 988. C'était une vaste forêt. C'est donc, on passe par-dessus la réalité de l'histoire en inventant des liens symboliques de continuité. Ça ne veut pas dire qu'il faut les rejeter, ces liens. Il y a bien un lien qui passe, par exemple, par le prince Alexandre de la Neva, qui était un prince de la Rousse de Kiev et qui simplement a fait un choix différent
lorsque les Tatars sont arrivés au XIIIe siècle, ils ont tout ravagé sur leur terrain, sur leur avance. En 1240, ils ont pris Kiev. Et là, la Rousse de Kiev, il y a eu deux choix différents qui ont été pris. Il y a celui de Alexandre de la Neva, qui est monté dans le nord et jusqu'à Novgorod, et qui a accepté la domination tatare, puisque pour lui, le principal, c'était de pouvoir garder la foi orthodoxe qu'il avait reçue du baptême de Vladimir. Et les Tatars, à l'époque, ne demandaient pas une conversion des orthodoxes. À l'époque, ils étaient même pas encore musulmans. En revanche, il y a un autre prince, le prince Danilo, de cette ville qu'on appelle Lviv aujourd'hui, et qu'au Moyen-Âge on a pu appeler aussi Léopolis, puisqu'il avait été fait Rex Rusiae par le pape de l'époque. Eh bien, lui, Danilo, a fait le choix de s'opposer à l'avancée des Tatars, au prix, au bout d'un moment aussi, de l'indépendance de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine occidentale, puisque c'est la Pologne qui va dominer cette partie-là. Donc voilà, là on comprend qu'il y a deux choix différents qui ont été faits au milieu du XIIIe siècle, et par la suite, ces peuples vont se constituer en nations, à chaque fois en prenant des décisions différentes historiquement. Une autre décision importante, ça a été au XVe siècle, par exemple, en 1439. Les Roussines du Sud et de l'Ouest ont accepté le Concile de Florence, par exemple, le grand concile d'unité de l'ensemble de la chrétienté au XVe siècle. À Kiev, on était ravis de ce concile, parce que ça permettait d'être en communion et avec Rome et avec Byzance. Et à l'époque, l'église de Kiev dépendait de Byzance. Donc, ça a été accepté à Kiev. Ça a été refusé à Moscou. Et ils ont créé la troisième Rome, quoi. Et ils ont créé la troisième Rome. Ils ont d'abord créé leur propre église en 1448, qui n'a été acceptée finalement par Constantinople qu'en 1589. Finalement, l'église orthodoxe de Russie, formellement, elle ne date que du XVIe siècle. Et donc voilà, encore un choix différent qui a été fait sur un plan religieux. Je ne vais pas les énumérer tous, mais ce qui m'importe finalement, c'est de retenir que là, on est comme en France, au XIXe siècle, dans deux logiques différentes. D'un côté, la logique impériale, celle qui était à l'époque la logique allemande, et qui consistait à dire qu'il y a un lien de continuité directe entre Charlemagne et les empereurs allemands de la fin du XIXe siècle, parce qu'il y a continuité de langue, de territoire et de culture. Alors que les Français, en 1881, Ernest Renan a fait une grande conférence. Qu'est-ce qu'une nation? Et dans cette conférence, je voudrais citer juste une phrase de Renan. Il dit l'homme n'est esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de sa religion, ni du cours des fleuves, ni de la direction des chaînes de montagne. Une grande agrégation d'hommes saines d'esprit et chaudes de cœur crée une conscience morale qui s'appelle une nation. Ça veut dire, il y a d'un côté la conception de l'État-nation qui repose sur l'idée de conscience morale, de principe. En France, en l'occurrence, égalité, liberté, égalité, fraternité. Et d'un autre côté, une vision impériale qui est marquée par la chaîne des montagnes, par le climat, par la race, par des liens de continuité. Dans Russie, il y a une continuité de pouvoir aussi. Je crois qu'ils misent beaucoup. Dans l'historiographie russe, il y a l'idée que eux ont été le pouvoir permanent, alors que l'Ukraine n'a été que le fruit de... Mais ça, c'est de la mythologie, parce qu'il y a eu des ruptures. Oui. Il y a eu des ruptures également et vous le savez mieux que moi, probablement, pour avoir très bien présenté cette histoire lors de notre concile, de notre colloque qu'on avait fait sur le concile de Florence. Non, il y a eu des ruptures aussi dans l'histoire de la Russe moscovite. Après Ivan le Terrible, c'était le chaos. C'était vraiment absence totale. Il y avait des Polonais, il y avait des Cosaques qui allaient à Moscou. Il y a eu le chaos. Simplement, c'est vrai que Karamzin, lorsqu'il a fait cette histoire de la Russie, et là, on parle de Russie, c'est-à-dire de cet empire qui a la nostalgie de la Rousse et qui veut établir ce lien de continuité directe. Son travail, c'est pour montrer ce lien de continuité directe, il insiste uniquement sur ça, sur la puissance de l'État qui s'est constitué au fil des siècles, et il passe et met de côté toutes les phases de chaos, tout le fait aussi que les Roussines du Sud, mais aussi les Biélorusses, cette Biélorussie,
contemporaine, elle a été aussi sous domination lituanienne à un certain moment. Tout ça, il le met de côté. Il ne voit pas les ruptures. Il ne voit pas que à partir du XVe siècle, il y a 3 consciences nationales qui se constituent. La conscience qui va devenir celle de l'Ukraine et qui a été marquée par l'esprit cosaque et qui est une conscience d'hommes libres, d'hommes qui s'opposent à la fois aux Tatars, aux Turcs, aux Ottomans, mais aussi aux Roussines du Nord, mais aussi aux Polonais. C'est toute l'histoire de la Sich-Zaporog. C'est toute l'histoire de la Sich-Zaporog, vraiment de gens pour qui la liberté est ce qu'il y a de plus important. Alors, moi, je suis pas non plus dans l'apologie de cette Sich-Zaporog, parce qu'il y a eu aussi des pages douloureuses. Le Bogdan Khmelnytsky, en 1648, a mis à feu et à sang des villages entiers. Bon, mais simplement, c'est vrai qu'elle se distingue par rapport à 2 autres conceptions nationales, qui est celle de la Rousse du Nord, qui va devenir la Moscovie, puis l'Empire de Russie, qui est là beaucoup plus autocratique, et de cette Rousse qui va devenir la Biélorusse, qui est beaucoup plus aristocratique, qui a été marquée par aussi le brassage des traditions religieuses, puisque c'était, comme je le dis, marqué beaucoup par la Pologne, par la Lituanie. Il y a eu ce moment assez exceptionnel dans l'histoire de l'Europe de 1569, l'union de Lublin, qui a été finalement une rencontre entre la Lituanie et la Pologne, qui a intégré l'Ukraine occidentale et qui a été une sorte de préfiguration de ce qui va devenir l'Union européenne au XXe siècle, c'est-à-dire deux États qui décident de s'unir et de mutualiser les biens et la monnaie et le pouvoir, etc. Et finalement, c'est ça qui va être détruit par l'Empire de Russie progressivement. D'abord en 1654, là il y a une rupture très importante qui est le traité de Péréyaslav, où les Cosaques justement qui luttent contre tout le monde, y compris contre les Polonais, demande à être protégé par le tsar Alexis de Moscou, ce que lui va comprendre comme finalement une ouverture pour dominer la Rousse du Sud, et c'est ça qui va malheureusement conduire vers la domination de l'Empire de Russie sur les terres du Sud, et également de l'Église orthodoxe de l'actuelle Ukraine, qui va dépendre de plus en plus du patriarcat de Moscou. Donc voilà, 1654, c'est le moment où à la fois on se libère de la domination polonaise, mais c'est aussi le moment où cette Ukraine, cette conscience nationale cosaque maintenue depuis la Rousse de Kiev jusqu'à la Sich-Zaporog, va progressivement être dominée par l'Empire de Russie. Il va y avoir un sursaut en 1917, on parlait tout à l'heure de Grushevski, où en gros les Ukrainiens qui ont été marqués par de grandes figures et notamment par des écrivains, par des poètes, Taras Shevchenko, on en reparlera, eh bien vont dire ça suffit. Nous, notre conscience nationale, elle n'est pas que culturelle, elle n'est pas que religieuse, elle est aussi politique. Et c'est le grand moment de la conscience politique qui s'affirme en 1917 et qui va être balayée par Lénine, qui va être balayé par les soviets. C'est pour ça que Poutine a tort aujourd'hui lorsqu'il dit que l'Ukraine ne date que de 1922. En réalité, l'Ukraine, elle a 1000 ans. Simplement, le moment de la conscience... Elle est même plus ancienne que la Russie telle qu'elle est aujourd'hui. Absolument, absolument. C'est ça la propagande de la Russie. L'Ukraine, elle est présente. Simplement, elle s'est affirmée politiquement en 1917. Et on nous vole souvent l'identité aussi, donc de ce fait, parce qu'elle est très très puissante aussi dans ses réalisations anciennes, et qu'elle est complexe aussi au niveau des frontières, complexe aussi au niveau des identités. Donc en fait, Rousse aussi, qu'est-ce qui se passe avec ce terme Rousse, qui est le Kievska Rousse, qui veut dire la principauté de Kiev, et qui a été pris par la suite par le mot Russie, et qui a vraiment coupé les choses et divisé l'Ukraine de la Russie. Donc
si vous voulez, nous, on est, là je me place en tant qu'Ukrainienne, sans arrêt dans le devoir de s'affirmer. Et on a ce devoir de grande liberté, à contrario de l'impérialisme peut-être russe, et en tout cas de ce moment-là. Et donc il y a cette mythologie aussi des Cosaques, mais qui est une vérité aussi. Et de ce fait, on est sans arrêt dans cette volonté de liberté et d'affirmation de notre négation. Donc ça crée aussi un peuple très résistant, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, pour passer tout de suite, à l'actualité. Pourquoi on ne capitule pas? Parce qu'on a tant d'années de résistance et un millénaire que l'on ne veut pas assimiler à la Russie, qui est notre façon de fonctionner, je pense, mentalement. Et voilà, donc notre marque de fabrique, peut-être, c'est devenu la résistance depuis très très longtemps. Florent Bouchard, vous avez travaillé sur la question, enfin vous êtes slaviste, donc vous travaillez sur ces différentes réalités slaves. Absolument. Comment vous comprenez aussi cette identité à travers les siècles? Et bien plus ou moins de la même façon que ce qu'a dit Antoine Arjakovski. Je pense qu'il faut quand même effectivement aussi insister sur le fait que la notion de Russe donc a été la Russe donc existe. C'est un mot qui a un problème, je dirais, de nombre, puisqu'on a toujours tendance, on veut toujours l'employer au singulier, alors qu'il faudrait l'employer au pluriel. Il y a eu donc une Russe au départ, qui s'est fragmentée, multipliée en diverses Roussi, comme on dit au pluriel, et qui voilà. Et ensuite, il y a ce projet impérialiste russe qui a voulu effectuer dont un des éléments essentiels du discours impérialiste russe, c'est justement de se présenter comme la seule Russe authentique, le reste étant une sorte de périphérie. Et ça, et c'est une manipulation qui a été orchestrée de manière finalement assez consciente à l'époque moderne, au XVIe, en différentes étapes, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. L'achèvement étant Karamzine. Mais Karamzine, le récit national de Karamzine, finalement, a une apparence de vérité parce qu'il s'appuie sur un récit national qui est bien plus ancien, qui date du XVe siècle. Donc il peut citer des sources pour dire oui, vous voyez que cette vision de l'unique Russe, elle existe déjà, et donc elle est historique. Alors que c'est-à-dire qu'il y a un récit national qui date de plus ancien que. En réalité, il ne fait qu'utiliser quelque chose qui est déjà un récit national. Voilà ce que je souhaite ajouter à ce que vous avez dit. Et peut-être la définition du mot, enfin l'étymologie du mot russe, russine, qu'est-ce que vous voyez dans cette étymologie, parce que c'est très flou aussi. C'est très flou. C'est un terme varègue ou pas? C'est l'hypothèse qui est favorisée par la majorité des spécialistes. Les varègues étant des Vikings qui viendraient de ce qu'on appelle aujourd'hui la Suède, à peu près. C'est ça. En réalité, on n'en sait rien, mais disons que c'est celle des hypothèses qui a le plus de probabilité pour elle. Et dans cette histoire que Antoine Arjakovski vient de nous résumer et qui a été avec les compléments que vous avez pu ajouter, il y a ce tournant qui est le 19e siècle, le tournant d'abord de la langue, puisque on a parlé, vous avez évoqué Taras Shevchenko, donc ce grand poète qui est devenu un peu le grand poète national, refondateur de la langue ukrainienne du 19e siècle. J'aimerais là pour le coup me tourner vers le slaviste. Qu'est-ce que cette langue ukrainienne? Quelle est sa spécificité? Est-ce que ce serait, je vais provoquer, ne me tapez pas, mais est-ce que c'est une sous-langue russe, ou est-ce que non, il y a quelque chose qui est pétri de toutes ces influences que j'ai mentionnées en introduction et que vous avez rappelé dans vos propos? Eh bien, la langue ukrainienne, quand on parle de langue, il faut toujours différencier exactement, il faut toujours définir exactement de quoi on parle.
il y a la façon dont parlent les gens, qui est toujours extrêmement variée et multiforme, et il y a aussi le standard qui généralement est fixé, la langue, une forme plus ou moins codifiée de la langue, et qui est généralement orientée sur l'exemple de grands écrivains. Dans le cas de l'Ukraine, l'Ukraine n'ayant pas eu d'État pendant plusieurs siècles jusqu'à la période finalement assez contemporaine, cette langue a été donc la littérature. Comment dire, la langue est devenue un des facteurs fondamentaux de la conscience collective, de la conscience nationale ukrainienne. Alors, et c'est sur cette langue quotidienne, je dirais, que les écrivains ukrainiens se sont orientés pour créer une littérature et en même temps une langue littéraire en même temps qui créait la littérature, qui est finalement beaucoup plus orientée sur la langue vivante que ce qu'on peut observer dans la langue russe. La langue russe qui n'est en fait que du slavon un peu modernisé. Mais pour comprendre d'où vient l'ukrainien, est-ce que l'ukrainien était comme on peut le voir dans différents pays, une langue par exemple du peuple, et l'élite parlait le polonais, le lituanien, le russe, et que finalement c'est en revenant au fondement du peuple, je mythologise à mon tour, hein, mais est-ce que ce serait ça le fil historique, ou est-ce que c'est au contraire l'impérialisme. Là, on interdit aussi la langue ukrainienne, et on interdit l'écriture de la langue ukrainienne en 1863. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, évidemment, les gens ont peur et vont parler plutôt russe ou plutôt polonais. Et Taras Shevchenko a le mérite en tant que figure, enfin peut-être ça sera ton tour de me parler de Taras Shevchenko, qui lit l'écrit et l'oral et en fait une langue, un mythe fondateur aussi pour les Ukrainiens qui ont envie de parler cette langue et qui se raccrochent à une identité à travers une langue. Et le président Yushchenko a mis aussi le travail identitaire à travers cette langue qui nous lie. Un pays sans langue, ça devient très compliqué d'être lié. Pierre n'a pas tort quand il parle de répartition de la langue entre les élites et le peuple, parce qu'au XIXe siècle, c'est quand même le peuple en majorité qui parle ukrainien. Absolument. Et les élites parlent plutôt le russe, et on peut évoquer la figure de Gogol. On a de fait deux figures majeures au XIXe. Taras Shevchenko vient du peuple, c'est un serf affranchi qui est brillantissime et qui va faire une carrière prodigieuse et qui va vraiment nourrir le socle culturel et linguistique de la langue ukrainienne. Gogol fait le choix d'écrire en russe. Et en plus, il fait le choix d'aller vivre à 19 ans à Saint-Pétersbourg. Et pour revenir sur l'histoire récente, 2009, bicentenaire de la naissance de Gogol, les deux pays, l'Ukraine et la Russie, se querellent et revendiquent Gogol dans leur héritage culturel, dans leur panthéon littéraire. J'ai envie de dire que les deux ont raison. Et qu'il faut sortir d'une récupération culturelle à des fins nationalistes et replacer surtout Gogol dans son contexte. Gogol, né en 1809, sur les ruines de la Sich Zaporog. Son père, c'est la petite aristocratie ukrainienne, son père était un des responsables, c'était un etmat. Gogol fait partie de l'élite, de l'aristocratie, et il est écrivain. Il a 19 ans quand il part à Saint-Pétersbourg, il a beaucoup d'ambition. Quelle est la capitale culturelle qui rayonne dans sa sphère géographique? C'est Saint-Pétersbourg. Donc déjà, on peut le comprendre pour ça. Il sera très critique vis-à-vis de Saint-Pétersbourg, puisque ça représenterait la compromission avec l'Occident. Bien sûr, la fameuse perspective Nevsky, c'est la perspective du mensonge. Et même le nez et c'est le diable qui allume les lampadaires sur la perspective. Donc, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre Gogol, en fait, dans son contexte, et ne pas lui en vouloir. D'ailleurs, Taras Shevchenko, dans Gogol, dans le livre Gogol, il l'appelle frère. Il lui en veut absolument pas de faire ce choix du russe et de partir à Saint-Pétersbourg. Et alors, quand il est en Ukraine, il rêve de Saint-Pétersbourg, et quand il est à Saint-Pétersbourg,
Il rêve de son Ukraine, de la douceur de son climat, de ses paysages, etc. D'ailleurs, tous ses premiers livres, Le Hameau, etc., sont pétris de cette culture ukrainienne, des chants folkloriques, des traditions ancestrales, jusqu'à son livre sur Mazepa, où là, il n'y a aucune ambiguïté. Il défend l'indépendance de l'Ukraine. Alors, oui, dans le titre précis... je crois que c'est de la défense de Mazepa ou quelque chose comme ça. Il défend, il affirme, il avance l'idée que l'Ukraine se doit d'être indépendante vis-à-vis de la Russie. Ce qui prend le contre-pied complet d'un des livres de Pouchkine, qui est pourtant son écrivain préféré, auquel il y a un véritable culte. Alors après, il y a le problème Taras Bulba. Alors voilà, Taras Bulba, pour resituer quand même ce contexte-là, c'est qu'en 1835, il sort une première version qui est assez neutre sur ces questions politiques, et puis il sort une deuxième version qui est celle que nous connaissons nous aujourd'hui en France. J'ai eu l'occasion d'en parler dans un instant critique récemment, qui en 1843, donc cette deuxième version, lui prend position pour la russalité, c'est-à-dire pour une vision holiste de la société, c'est-à-dire le tout l'emporte sur les parties, donc le tout russe, l'impérialisme russe l'emporte sur les petites provinces. Non, le holisme n'est pas la propriété de la Russie. Il y a aussi un holisme ukrainien. Il y a une vision du monde symbolique, religieuse, qui est holiste également en Ukraine. Simplement, je crois qu'il est juste de rappeler que Gogol s'opposait à la fois à ce qui, dans l'esprit cosaque, pouvait être un peu violent, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Khmelnytsky, Bogdan Khmelnytsky, mais fondamentalement, Réginald a raison, Gogol s'est défini comme un Ukrainien pluriel. On parlait de l'identité plurielle. Un Ukrainien pluriel qui, sur le plan politique, avec les âmes mortes, a mis une bombe à retardement sous le pouvoir des tsars. Les âmes mortes, ça montre combien l'empire des fonctionnaires, les fonctionnaires de l'empire étaient corrompus, inefficaces, incompétents. Donc c'est ça Gogol. En fait, il y a deux autres explications. D'abord, il a une âme duale. Lui-même a dit je ne sais pas si mon âme est ukrainienne ou russe. Et en tant qu'écrivain, j'ai envie de dire, c'est un écrivain. Oui. Donc, c'est un homme libre avant tout. Et puis qui choisit en effet les circonstances qui vont le mieux servir. Une conception très romantique de l'écrivain, quand même. En tout cas, il choisit aussi les circonstances qui vont le mieux servir son œuvre. Et en l'occurrence, c'était d'aller à Saint-Pétersbourg. Alors, on va revenir à Taras Bulba. Il se trouve que nous, aujourd'hui, on ne lit en français que la dernière version. Donc déjà, c'est compliqué de faire la différence. Enfin, moi, j'ai pas pu la faire. Je peux pas lire. J'ai pas lu les deux versions. Je me fondais sur l'étude de Pierre-Étienne Royer, qui est un spécialiste de cette question, enfin de Gogol notamment. Il y a deux choses. En fait, Gogol a une crise mystique, enfin il en a eu plusieurs, mais vraiment sur la dernière partie de sa vie, où il est imbibé, imprégné d'un messianisme et d'une orthodoxie qu'il va... Enfin, le représentant de l'orthodoxie, le défenseur de l'orthodoxie, c'est le tsar. Donc forcément... et puis on est dans un contexte où il n'y a pas d'État ukrainien, où, je le dis, pour lui, l'État Zaporog est mort. Donc, il n'y a plus que ça vers quoi se tourner. Donc l'orthodoxie, son défenseur, c'est le tsar. Et donc, dans Taras Bulba, c'est à la fin, quand il est sur le bûcher, il dit, vous verrez, Polonais, ce que c'est que la foi ukrainienne, et vous verrez quand le tsar le tsar aura un pouvoir que nul autre sur Terre aura à son égal. À peu près, c'est dans ces termes-là. Donc oui, on a l'impression que c'est un hommage au tsar, mais bon, d'abord, il faut le remettre dans un contexte de roman, d'opposition aux Polonais. Donc voilà. Et alors, ce que je voulais dire également, le deuxième point, c'est que il y a une slaviste américaine, Bojanowska, qui parle, elle, d'une identité plurielle, qui est à la fois imprégnée d'impérialisme, de Russie et d'histoire ukrainienne. Donc, c'est une identité complexe, voilà, et qu'il faut sortir du débat de récupération nationaliste. Je souhaiterais peut-être aussi, pour ramener le débat quand même, souligner aussi qu'il y a quand même une vraie différence entre la langue, si on reparle de la langue, ce qui était la question plus générale qui a été posée. Oui, la différence entre la langue russe et la langue ukrainienne. Il y a une vraie différence entre la langue russe et la langue ukrainienne. Laquelle ? Eh bien, différence dans le système phonétique,
différence dans la grammaire, alors avec des parentés très nettes, puisque ce sont deux langues proches, bien sûr. Dans l'alphabet bien sûr, même l'alphabet, c'est la simple notation du système phonétique, et l'alphabet cyrillique utilisé en Ukraine n'est pas l'alphabet cyrillique qu'on utilise pour le russe. Différence donc dans la grammaire et différence surtout dans le vocabulaire. Le vocabulaire ukrainien est très éloigné finalement du vocabulaire russe. Il est beaucoup plus proche du vocabulaire des langues slaves de l'Europe centrale, du polonais, du tchèque. C'est assez facile de s'en rendre compte si on compare le vocabulaire des différentes... Mais concrètement, ça veut dire quoi une différence de vocabulaire si on doit... Eh ben, c'est-à-dire que si on compare des dictionnaires et qu'on regarde comment on dit comment on désigne telle réalité ou tel concept en russe et en ukrainien, eh bien on voit que les mots ne ressemblent pas du tout. Pas du tout. Si bien qu'on a, je dirais, des langues qui sont certes proches, mais qui ont un degré de différence que on pourrait situer, pour résumer, à peu près à la différence qu'il y a entre le français et l'italien. C'est-à-dire que si vous ne connaissez que le russe et que vous êtes pour la première fois exposé à de l'ukrainien, vous n'allez pas comprendre. Alors, il est vrai que si on regarde l'ukrainien tel qu'il est parlé maintenant, il a subi une certaine mesure de russification à cause de toutes les mesures. Et ça dépend de quelle région. Absolument. Voilà. À cause de toutes les mesures qui ont été imposées depuis 2 siècles pour rapprocher artificiellement l'ukrainien du russe. Mais si bien on peut avoir parfois l'impression effectivement que ce n'est qu'une sorte de dialecte. Mais c'est à peu près ce qui se serait passé. Imaginez que faisons un petit peu d'histoire-fiction. Imaginons que l'Empire napoléonien ait maintenu sa domination sur l'Italie pendant 2 siècles. Le français aurait été imposé d'une certaine façon à l'italien, et l'italien aurait été plus ou moins francisé. Et on aurait l'impression finalement que l'italien n'est qu'une sorte d'arrière français. Ouais, ce que vous dites, c'est qu'il y avait bien 2 langues au départ et que l'ukrainien s'est fait un peu coloniser par le russe. Absolument. Dans les 2 derniers siècles. Dans les 2 derniers siècles. Pour ne pas remonter au... Et ce qu'il faut ajouter, je pense, un point important, c'est que les Ukrainiens prient dans leur langue, alors que les Russes prient aujourd'hui en vieux slavon. Et ça, c'est très important pour une culture nationale. Le fait que cette Église orthodoxe d'Ukraine ou l'Église gréco-catholique ukrainienne prie dans l'ukrainien vivant rend l'identité nationale beaucoup plus forte, beaucoup plus vivante. Tout à fait. Oui, c'est ça que nous... Alors que le malheur, on dit souvent, l'Ukraine a eu une tragédie, c'est que c'est une nation qui a eu du mal à se constituer en État. Le malheur de la Russie, c'est qu'il a voulu se constituer comme État, mais sans nation. Et à force d'insister sur cette dimension étatique, eh bien, d'être à la recherche de l'idée russe, mais encore il y a quelques années, le patriarche Cyril de Moscou, de l'Église orthodoxe, plus de 70 millions de fidèles en Russie, refusait que les Russes prient dans leur langue. Encore maintenant. Donc voilà, c'est ça qui fait qu'il y a la tragédie de la Russie, qu'elle n'arrive pas à s'affirmer, à s'assumer comme distincte. Je relève un point quand même, parce que on est en France et que peut-être c'est une réalité dont on n'a pas conscience, c'est que nous on est dans un pays donc de laïcité. Or, ce que vous revenez souvent sur la question non seulement de l'impérialisme politique, mais aussi une forme d'impérialisme religieux en fait. C'est une réalité qu'on ne mesure peut-être pas très bien, nous, en France, on connaît, on a aussi eu un moment où il y a eu des décisions politiques qui ont été prises, il y a eu des décisions religieuses qui ont été prises. Le fait qu'on prie en langue française, c'est Concile Vatican II qui a fait que les langues vernaculaires à la messe puissent être utilisées. Oui, mais chez nous, la religion est mise dans un arrière-pays maintenant presque historique. Vatican II, c'est une décision d'église, tandis que là, Kirill, quand il prend position en ce moment, c'est du nationalisme teinté de messianisme. Nous sommes, nous, occidentaux, l'enfer incarné.
Mais donc pour revenir à notre débat, on est sur le théologico-politique. Moi, mon point, c'est de dire, dans l'identité et les cultures ukrainiennes, qui est vraiment notre cœur de sujet, il y a aussi cette dimension religieuse qui est très forte, en fait. Non, mais elle est forte en France, simplement. En France, je dirais qu'il y a un débat qui a été réglé. C'est-à-dire que après la Révolution française, encore une fois, ce qui s'est imposé, c'est cette idée de nation dont parle Ernest Renan, qui a fondé la Troisième République, puis jusqu'à la Cinquième République, qui consiste à dire que on peut avoir des principes spirituels à la base d'une nation. Simplement, ces principes spirituels dépassent les appartenances confessionnelles. Voilà. Et cette conscience morale, c'est ce qui nous permet de dépasser les divisions séculaires entre catholiques et protestants en France. Voilà. Et c'est ça qui, je pense, est intéressant pour nous Français vis-à-vis des Ukrainiens, c'est que les Ukrainiens veulent aller dans la même direction. Ils disent, nous sommes attachés à nos principes spirituels, simplement ces principes spirituels ne doivent pas nous enfermer dans une confession. Voilà. La nation dépasse et le fait que je suis premièrement russophone et deuxièmement ukrainophone ou réciproquement, ou d'abord catholique et ensuite orthodoxe. La nation est au-delà de ça. Voilà. Alors que les Russes, et c'est ça le théologico-politique qui nous est étrange, disent non. Si vous êtes russophone, vous êtes russe. Si vous êtes orthodoxe, vous êtes russe. Voilà, c'est ça la. Oui, c'est pour ça que c'est exactement ça que mon point, c'était de dire, mais ça nous amène vraiment à l'aujourd'hui, parce que on a tracé un peu l'histoire. L'aujourd'hui, c'est l'indépendance donc de l'Ukraine en 1991, et il y a eu un balancement entre Est et Ouest permanent qui fait partie de cette identité ukrainienne qui essaye de tout embrasser. Peut-être là, j'ai envie dans votre livre, donc Ukraine pivot de l'Europe, qui est d'abord paru dans un dossier, je montre quand même la revue Nung, c'est paru d'abord dans un dossier à l'automne dernier, et c'est aujourd'hui en librairie depuis quelques jours. Sur la forme d'un livre, oui, et j'ai juste retouché un peu l'introduction pour la déconnecter de la revue, mais franchement, il n'y avait pas grand-chose à retoucher. Le dossier est tout à fait d'actualité. C'est un dossier qui est général, donc il y a des artistes, de la poésie, de la politique, de la géopolitique, etc. Vous êtes français, oui. Vous ne parlez pas ukrainien. Non. Bon. Vous vous êtes intéressé à l'Ukraine récemment, on va dire, au point de vue 4-5 ans. 4-5 ans. Donc vous découvrez cette réalité, vous allez même interviewer Yushchenko, l'ancien président. Je m'intéresse à l'Ukraine à cause ou grâce à l'Europe. Quand on a lancé la revue Nung il y a 20 ans, l'un des 3 axes de réflexion, outre la poésie et la spiritualité, c'était l'Europe. On n'a pas réussi en 19 ans à traiter la question européenne parce que tout le monde s'en moque. Voilà. L'Europe, c'est un grand marché de consommateurs, j'ai envie de dire presque écervelés, sans idéologie surtout. Ça pouvait se comprendre en fait après la Deuxième Guerre mondiale, vu que les nationalismes avaient quand même ravagé tout le continent, qu'on s'intéresse avant tout au commerce et à l'économie. Sauf que l'histoire là se rappelle à nous et de façon plutôt violente et tragique. Donc je lis en 2018 un livre de Luc Van Middelaar, Quand l'Europe Quand l'Europe improvise, 10 années de crise, paru chez Gallimard. Et il y a un très gros chapitre sur l'Ukraine, très très intéressant. Et là soudainement, je me dis, voilà, il y a urgence de ce côté-là de l'Europe. Ensuite, je rencontre Anna Kanter, et qui me dit, mais pourquoi pas créer un dossier dans Nunc général, pour le coup. Voilà. Mais quand vous arrivez sur place, alors en Ukraine, quelle est la réalité que vous, en tant que Français, vous découvrez ? La première chose qui me frappe... Par rapport à ce balancement entre Est et Ouest, c'est toujours cette question-là. Oui, en fait... Enfin, l'identité ukrainienne prise dans cette diversité. Puisque vous me demandez ce qui m'a marqué tout de suite en arrivant, je trouve que nous étions logés juste derrière Sainte-Sophie, dans les maisonnettes qui sont à l'arrière, dans le parc. Quand vous sortez sur le parvis devant Sainte-Sophie, il y a une très grande façade, enfin, la place est circulaire comme ça, et sur la gauche, il y avait c'est pas un panneau publicitaire, c'était une bâche énorme sur tout l'immeuble. Et vous aviez le portrait d'un soldat, son nom sur le côté, et nous n'oublions pas nos soldats prisonniers en Russie. Quelques rues plus loin, vous aviez plusieurs panneaux qui évoquaient l'histoire de ce grand ténor ukrainien qui était ici... Vassil Slipak. Qui était ici à Paris
à l'Opéra Garnier et qui est mort au front, qui s'est en 2014, qui s'est rasé, il a gardé la coiffe des Cosaques, il est allé se battre et il est mort. C'est-à-dire que partout dans la ville, il y a des stigmates et des éléments qui vous rappellent que le pays est en guerre. Donc aujourd'hui, on dit que l'Ukraine est en guerre. Elle est en guerre depuis 8 ans. Oui, et c'est pour ça qu'en fait, cette résistance est farouche. C'est qu'ils sont en guerre depuis 8 ans et ils en ont pleinement conscience. Donc voilà mon premier choc, je dirais. Et vous êtes arrivé après 2 événements majeurs qui ont eu lieu en Ukraine, qui est la révolution orange tout d'abord en 2004, et le mouvement, la révolution des dignités, de la dignité, le Maïdan en 2013-2014. De quoi ces événements sont-ils le nom pour l'Ukraine, pour l'identité ukrainienne? Ils sont le nom de l'affirmation d'une identité nationale spécifique. Le Maïdan de Granit en 91, c'était la lutte contre l'Union soviétique. Nous, l'Ukraine, nous existons à part de l'Union soviétique. Nous voulons nous émanciper de l'Union soviétique. Ça, c'est la lutte 89-91 qui a permis à ce pays de vivre librement, qui a permis à l'Église gréco-catholique aussi de s'émanciper, de sortir du patriarcat de Moscou. Voilà. Ça, c'est 80. 2004-2005, non seulement nous sommes un État-nation indépendant, mais nous sommes un État-nation démocratique. Et lorsqu'on nous vole le 2e tour des élections présidentielles, que Yanukovych et Kuchma bidouillent les votes, là, nous sortons dans la rue, c'est la révolution orange qui va durer entre octobre, novembre, décembre. On refait un deuxième tour, Yushchenko est élu. Ça, c'est l'affirmation d'un pays qui est non seulement indépendant, mais aussi démocratique. Et 2013-2014, nous sommes indépendants, nous sommes démocratiques, nous sommes européens. Et lorsque, à nouveau, Yanukovych dit, finalement, j'ai changé d'avis, on va pas signer le traité d'association avec l'Union européenne à Vilnius comme c'était prévu, on va rester dans la sphère de l'Empire russe. Là, à nouveau, plusieurs millions de personnes pendant 3 mois qui sortent dans la rue et qui sont prêts à risquer leur vie. Et le 20 février, plus de 100 manifestants vont être abattus par les snipers russes. Et, enfin, ukrainiens, mais on dit avec quelques Russes également. Ça forme quand même quelque chose de très très fort. Dès l'instant où toutes ces révolutions existent, et il y a un ferment qui se crée, le sang coule. Donc, et toi, tu vois par la suite ces soldats qui sont affichés, qui sont aussi bien affichés parce qu'ils sont morts en Crimée, ou dans le Donbass, ou même plus en arrière dans cette crise du Maïdan, de l'Euromaïdan, pour avoir porté le drapeau européen, parce que l'Europe a un sens pour les Ukrainiens que peut-être, en effet, elle n'avait plus pour nous. Aujourd'hui, peut-être qu'on la redécouvre, et quelle chance que les Français la redécouvrent, quelle chance que les Français regardent ce peuple et disent, tiens, c'est intéressant, eux veulent être européens, et peut-être que ça ravive ces sentiments d'Europe au sein des Français. Florent Mouchard. Je crois aussi que ce qu'il faut souligner, parce que c'est quelque chose dont nous avons... il y a vraiment une mauvaise conception qui repose sur une ignorance quasiment volontaire qu'on trouve trop souvent encore en France, qui est de considérer les événements ukrainiens comme une espèce d'épisode d'une gigantesque partie d'échecs qui aurait lieu entre les grandes puissances, entre les États-Unis et entre la Russie. Je crois que pour qui s'intéresse un petit peu à la révolution de la dignité, au Maïdan de 2014, pour qui discute tout simplement de manière très banale avec les gens, n'importe qui parmi les millions de gens qui y ont été, eh bien je crois que c'est au contraire réellement le fait de voir, c'est ça qui frappe, et je rejoins un peu ce que dit Réginald Gaillard là-dessus, c'est le fait de voir réellement un peuple qui devient acteur de lui-même, en quelque sorte, acteur de son propre... Mais donc, Leonid Kuchma, qui a été le 2e président ukrainien de l'Ukraine libre entre 1994 et 2005, et puis Yanukovych entre 2010 et 2014, ce sont juste des façades qui... Donc, ces 2 présidents étaient plutôt pro-russes,
Ce sont juste les derniers soubresauts d'une histoire. Moi, je ne mettrais pas sur le même niveau Kuchma et Yanukovych, déjà. Mais les deux, par rapport aux 4 autres présidents, ils ont plutôt pris le parti... Non, Kuchma, c'est un moment dans la conscience nationale, et notamment des Ukrainiens de l'Ukraine orientale, de la région de Dnipro, voire de Donetsk pour Yanukovych, qui prennent conscience que, comme l'a écrit dans son bouquin Kuchma, l'Ukraine, ce n'est pas la Russie. Déjà, c'est le moment de la dissociation par rapport à l'identité russe. C'est pas encore suffisant pour créer un État fort et indépendant, etc. Mais c'est déjà de la part des Ukrainiens de l'Est qui ont été, il faut le rappeler, complètement détruits par la grande famine du Golodomor en 1932-1933. C'est une région, c'était l'endroit le pire où vivre, comme le dit Timothy Snyder, dans l'entre-deux-guerres. 5 millions de morts en 6 mois, 20 000 morts par jour, chaque jour pendant 6 mois. C'était catastrophique. Donc ces gens-là ont été brutalisés, toute la culture ukrainienne a été martyrisée. Ils prennent conscience avec des gens comme Kuchma dans les années 90, grâce à l'indépendance, qu'ils ne sont pas la Russie, qu'ils veulent être l'Ukraine. Simplement, c'est quoi l'Ukraine? Ils savent pas encore. Et il a fallu ces 3 Maïdan, plusieurs autres événements, la venue du pape Jean-Paul II, beaucoup de choses. Kuchma est un moment dans la prise de conscience ukrainienne, et Yanukovych, c'est quoi alors? Yanukovych, c'est la marche en arrière. Yanukovych, je crois que c'était le danger réel que l'Ukraine devienne une sorte de Biélorussie. De Biélorussie, tout à fait. C'était... Et on voit bien à quel point il était corrompu. Yanukovych est un repris de justice. Il a été 2 fois en prison. C'était un des hommes les plus corrompus d'Ukraine. Il a aucune culture, justement, puisqu'on parle de culture. Il peut pas du tout. Il sait pas qui est Karamzin. Il sait pas qui est Kluchevski. C'est juste quelqu'un qui cherchait à s'enrichir et qui a eu à un moment été mis sous une pression encore plus forte d'un mafieux, encore plus mafieux, à savoir Poutine. Voilà, c'est ça qui s'est produit. Et malheureusement, on peut dire qu'il y a une partie des habitants du Donbass qui ont suivi cette idée que mieux vaut revenir à l'Union soviétique où on pouvait acheter une glace à 50 kopecks que ce monde que nous ne connaissons pas, qui nous effraie et qui risque de nous engloutir. C'est cette peur, c'est ce retour en arrière. Comme Israël au désert qui rêve de la tambouille d'autrefois, dans l'esclavage. Si on accepte donc Kuchma et Yanukovych, on a Yushchenko, on a Poroshenko et maintenant Zelensky. Quelle est la direction que cela prend? Ce sera ma dernière question avant d'aborder une petite pépite artistique que va nous présenter Anna. Qu'est-ce que ça dit, cette évolution de ces 3 présidents, si on enlève Yanukovych? Toujours cette idée d'un État-nation qui s'affirme par-delà ces différences linguistiques, religieuses, culturelles. Malheureusement, ce que je vois aussi, je dis malheureusement parce que pour moi c'était une grande richesse, justement, que des Ukrainiens se disent Ukrainiens tout en étant capables de s'ouvrir à l'orthodoxie, à la langue russe, etc. Aujourd'hui, à mesure que les Russes se montrent, c'est une forme de néofascisme ce qui se produit, c'est d'une brutalité sauvage. Les Ukrainiens risquent de se replier sur le fond du fond de leur identité, marquée par cette langue ukrainienne, par cette liberté cosaque, par cet attachement à une foi chrétienne au-delà des différences confessionnelles, mais en perdant justement cette ouverture. Cette liberté, mais surtout ce que la Russie apportait de positif aussi dans cette culture. Là, aujourd'hui, parler russe heurte les consciences ukrainiennes, alors qu'elles sont bilingues potentiellement. Donc c'est un exemple pour dire que l'évolution actuelle, malheureusement, blesse profondément, comme le Golodomor a blessé la culture ancestrale de la paysannerie ukrainienne, qui était riche. Moi, j'aime beaucoup les tapisseries ukrainiennes, l'art des broderies ukrainiennes, qui sont extrêmement diverses en fonction des régions. Tout ça a été détruit dans les années 30. Heureusement, la diaspora, et je pense que c'est important de parler de la diaspora, j'ai vu en Ukraine combien la diaspora ukrainienne était importante parce qu'elle permettait de redonner le meilleur de la culture ukrainienne.
En France, au Canada en particulier, aux États-Unis, ils ont fait beaucoup pour aider l'Ukraine à se remettre debout, et je pense que dans l'avenir, ça pourra être à nouveau le cas. Dans le livre, de fait, il y a le témoignage du célèbre écrivain Andrei Kourkov qui dit que quand il habitait aux États-Unis, il s'est toujours senti très très ukrainien, et pour lui c'est une évidence, ni occidental ni russe, ukrainien quoi. Pour revenir sur donc les différents présidents, ce qui m'apparaît le plus frappant, c'est que ils font le choix de se tourner vers l'Europe. Parce qu'il semblerait qu'il y ait quand même, il n'y a pas photo, pour reprendre une expression populaire, entre ce que propose la Russie et ce que propose l'Europe. Notre Europe n'est pas parfaite, loin de là, mais on peut comprendre qu'il se tourne vers nous et même vers l'OTAN, d'un point de vue qui n'est jamais qu'un système de défense, une association de défense, rappelons-le. On peut comprendre. Yushchenko, qu'on a rencontré pendant 3 heures, le disait, notre Ukraine tient aussi. J'allais employer l'imparfait, mais on va dire au présent tient, parce que il y a eu un mémorandum qui a été signé en décembre 94, par toutes les puissances, toutes les grandes puissances, qui reconnaissaient l'intégralité des frontières de l'Ukraine avec la Crimée, avec en contrepartie la rétrocession des têtes nucléaires que possédait l'Ukraine à la Russie. Le mémorandum de Budapest de 1994. C'est ça. Personne n'a tenu sa parole. Et nous, les premiers... c'est une constante dans cette région, avec les accords de Minsk, c'est pareil. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que le droit international ne tient pas, ou si peu de temps, à peine 30 ans, que le soft power dont se revendiquait l'Europe n'a plus lieu d'être, il va falloir passer à autre chose, et que l'urgence... il y a urgence. D'affirmer une souveraineté politique et militaire européenne. Tout à fait. Pour assumer nos décisions que nous avons prises. Tout à fait. Et que la CED de 54 soit un mauvais souvenir. Anna, je vais me tourner vers vous. C'est on va dire la dernière partie, assez courte malheureusement. Qu'est-ce que l'art ukrainien aujourd'hui ? Quels sont les artistes ukrainiens ? Qu'est-ce qu'ils développent ? Quelles sont les tendances ? Quelles sont finir cette histoire de l'identité et des cultures par l'art, ça me semble être le point d'actualisation le plus fin. Écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans l'ADN des Ukrainiens, il y a la créativité constante. Et ça, peut-être parce que justement, c'était une lutte pour affirmer cette identité. Donc c'est vrai que la créativité aussi bien au niveau du chant, de la mode, du design, de la cuisine aujourd'hui, elle est très riche, et elle est très riche parce que c'est 30 ans d'indépendance et que nous allons fêter bientôt nos 31 ans d'indépendance, malgré ce conflit, cette guerre qui nous ravage, mais qui nous renforce aussi, et les artistes continuent à créer. Mais avant d'aller dans le contemporain, je voulais quand même parler de quelque chose d'un petit peu plus ancien, même si j'ai pas beaucoup le temps. C'est en fait déjà... l'Ukraine a ses artistes qui sont souvent dans le XXe siècle à des artistes très connus, mais qui sont souvent aussi très mal identifiés. Et on peut même parler déjà de la figure d'Anne de Kiev, qui a été mal identifiée dès le début. Il y avait marqué Anne de Russie, on l'appelle maintenant Anne de Kiev, et ça c'est très important, on est dans la vérité. La construction ukrainienne, elle est dans cette vérité, et pareil pour les artistes. Donc il y a énormément de bouquins qui sont sortis sur l'art ukrainien avec, je ne sais pas si on peut le montrer. Vous pouvez montrer à la caméra là-bas. Voilà. Les artistes ukrainiens à Paris. Voilà, à Paris. 1900-1939. Et tout à fait, c'est les éditions Rodovide qui sont basées à Kiev aujourd'hui et qui continuent quand même d'exister malgré les circonstances. Et dans cette école de Paris, il y avait donc ces artistes ukrainiens qui étaient mélangés à différentes nationalités de l'Europe de l'Est. Et par facilité, souvent, les Français disaient « Ah, c'est les artistes russes de l'école de Paris ». Mais pas du tout. Quelqu'un comme Sonia Delaunay, comme Exter, comme Archipenko étaient très identifiables, notamment par ses couleurs et par ce qu'elle proposait aussi dans son iconographie, et la grande école aussi de Bochuk qui
qui utilisait le ferment de l'icône aussi pour ramener tout l'art autour de cette construction identitaire. Faisait partie de cette école de Paris que l'on connaît très peu en France, par facilité encore une fois, et aussi par la suite, par volonté certainement politique de les effacer. Un autre artiste ukrainien qui a fait énormément pour l'Ukraine dans le bref moment d'indépendance de 1917 à 1920, c'est Georgi Narbut, dont on a fait énormément d'expositions à Paris et dans des petits lieux un peu confidentiels avant cette guerre, Paris, Bordeaux, Senlis. On a proposé cet artiste qui était et cet ouvrage parce que justement c'est le premier artiste qui permet vraiment de comprendre le logotype ukrainien, le branding, ce qu'on appelle aujourd'hui le branding. Donc il a créé les premiers timbres avec une image de marque très forte sur ces timbres que vous retrouverez dans ce livre, et les premiers billets où aussi il y a une image très très forte. Et ça, évidemment, tout ça, ça soude cette identité, cette culture, cet ADN très très fort qui est dans cette lutte aussi constante, malheureuse. Et je crois que vous avez préparé un poème pour finir. Ah déjà? Ah mais bah alors, oui, hélas, alors attendez. Avant, tiens. Vodianov. Vodianov, oui, ma capuche. Je ne peux pas ne pas parler de Vodianov parce que Vodianov travaille. Malevich, qui est un grand artiste ukrainien. On parle de Kazimir Malevich souvent comme avant-garde russe. Eh bien non, Malevich est né en Ukraine, à Kiev. Il a travaillé sur les couleurs ukrainiennes et les artistes contemporains s'en inspirent. Donc voilà, ma petite capuche ukrainienne. Voilà, qui revisite évidemment tout le folklore et aussi tous les attributs souvent des babouchkas ukrainiennes. Donc voilà, évidemment, il y a beaucoup d'autres choses de contemporains et j'aurais quand même souhaité en parler, mais puisqu'on finira sur l'écriture contemporaine, donc c'est pas mal. Sur la poésie. Sur la poésie. Alors, de Zhadan. Zhadan, c'est qui? Zhadan, c'est un grand poète contemporain de l'Ukraine de l'Est, donc du Donbass. Donc c'est d'autant plus fort qu'aujourd'hui, voilà, le contexte s'y prête. Et c'est un rocker. Et rocker, ouais, slammer. Slammer, il a un groupe de rock. Oui. Voilà. Si longtemps sur les routes, que les pépins de pommes tombés entre les planches du pont poussent dans l'humidité et la poussière. La route, c'est le temps perdu. Pour comprendre notre détresse, les arbres poussent sur les bateaux qui voguent sur les fleuves. Et à l'automne, les bateaux s'enfoncent dans la vase et demeurent entre l'eau et l'obscurité. Que sais-tu des arbres? Ils plongent leurs racines dans les cales des bateaux, atteignent les profondeurs sombres et les recoins où sont cachés le blé et les réserves d'eau potable. Que doivent-ils faire maintenant sur les bateaux qui coulent doucement, chargés de feuilles et de branches? Lorsque tu penseras aux arbres, pense à tout ce que tu as vu tout au long de ta vie, aux longues racines qui nous relient, à la vie. Lorsque tu réfléchis au sujet des pommes vertes, pense aussi à tous ceux qui ont travaillé sur cette rivière, tentant ne serait-ce qu'un instant de retenir son cours. À la fin d'octobre, les femmes quittent la rive. Le vent balaie de lourdes serviettes, tels les drapeaux des vainqueurs. La terre se réchauffe et refroidit. Et toi aussi, tu te réchauffes et te refroidis avec elle. Merci beaucoup, merci à tous les quatre. La tradition de cette émission veut que on vous propose de nous offrir un coup de cœur récent que vous avez eu, une œuvre, quelle qu'elle soit, tout art confondu, librement. Réginald Gaillard? Alors j'ai choisi 3 toiles d'Alexandre Holland. Alexandre Holland, peintre d'origine hongroise, qui vit à Paris depuis l'après-deuxième guerre mondiale. On reste dans l'Est. On reste dans l'Est. En fait, lorsque vous m'avez posé cette question, je me suis dit instinctivement, c'est lui que je dois choisir parce que ces toiles,
Il se trouve que je les ai achetés il y a 1 an. En ce moment, elles m'apportent énormément. Elles m'apaisent, en fait. Parce que depuis 1 mois, je suis dans un état survolté à cause de cette guerre. Et lorsque je les contemple, elles m'apportent une paix intérieure. Donc il y a une vie silencieuse que l'on pourrait comparer, s'il fallait citer un autre grand artiste, à Morandi. D'ailleurs, il y a eu une exposition Morandi-Hollande il y a quelques décennies en Italie. Et après, il y a les arbres, les fameux chênes d'Alexandre Rollin qu'il peint dans l'arrière-pays, enfin qu'il trouve, qu'il contemple. Ça fait des dizaines d'années qu'il peint ces arbres. Et il y a notamment un chêne qu'il a peint mais des milliers de fois jusqu'à ce qu'il soit foudroyé. Et aujourd'hui, il le peint foudroyé. Voilà. Et d'ailleurs, sur les 3 toiles, donc, il y en a une qui, enfin, c'est un fusain plutôt, c'est un grand fusain, et l'autre c'est une huile sur toile. Et en réalité, c'est le même chêne, mais vous voyez à quel point la retranscription, enfin la réalisation artistique n'a rien à voir. Pourtant, c'est le même modèle. Merci, Anna. Alors moi j'ai choisi un graphiste ukrainien avec cette main coupée, mais cette victoire par les 2 doigts. Et oui, nous allons gagner. Comment s'appelle cet artiste? Mykola Kovalenko, c'est un artiste qui doit avoir 50 ans et qui vit aujourd'hui à Bratislava. Et la culture ukrainienne, elle s'exporte dans le monde entier. Elle va résister grâce aussi à la diaspora dont on a parlé et à l'art surtout. Et dont vous êtes une grande représentante avec le centre Anne de Kiev à Senlis. Florent? Eh bien, moi, j'ai choisi, cela paraîtra peut-être un petit peu curieux, le film Dune de Denis de Villeneuve qui est sorti récemment, parce que il m'a beaucoup intéressé à cause d'une certaine recherche formelle qui est très sensible dans l'image, et d'autre part à cause du fait que en voulant raconter une histoire de science-fiction, il raconte une histoire qui est en fait un fond médiéval. Hein. Le médiéviste, il reconnaît des schémas tout à fait qu'on pourrait transposer sans grande difficulté. Et il raconte aussi l'histoire d'une lutte, finalement, contre un impérialisme violent et brutal, qui n'est pas sans avoir des échos à l'heure actuelle. Et enfin Antoine. Et moi je vous propose ce disque Couleur d'Ukraine qui a été réalisé On reste par dans le thème. Oui, Volodymyr Spinov et Laura. J'ai pensé à la musique ukrainienne parce que je disais elle a été complètement assassinée, on va dire, au XXe siècle. Ces chants folkloriques qui viennent de la nuit des temps et qui m'apaisent aussi quand je les écoute, qui me rendent cette espérance, cette conviction que cette identité ukrainienne, elle va réapparaître, elle va sortir victorieuse de cette épreuve. Et la musique, le chant polyphonique ukrainien, c'est vraiment quelque chose très original à l'Ukraine. C'est quelque chose qui a marqué ensuite toute la culture russe, mais c'est parti d'Ukraine. Et donc ce chant polyphonique, il vient de la culture ukrainienne, il vient aussi de la France, puisque à Notre-Dame, au XIIIe, XIVe siècle, c'est là qu'est apparue la polyphonie par rapport à la tradition byzantine. Mais voilà, chant d'Ukraine. Montrez bien la caméra. Volodymyr Spinov, Laura. Couleur d'Ukraine. Couleur d'Ukraine. Et est-ce qu'on peut dire que le 24 avril, on aura une exposition à Little Odessa Gallery sur tous les artistes ukrainiens que l'on a en stock, parce que c'est compliqué de les faire venir. Le 24 avril 24 jusqu'à 2 mois environ. 2 mois. Donc ouais. 2 mois pour voir une exposition d'artistes ukrainiens à la galerie Little Odessa. Contemporain, évidemment, à la galerie Little Odessa à Paris. Je rappelle ce livre, Ukraine, pivot de l'Europe. Réginald, vous avez fait le choix que sur chaque vente, 2 € seront reversés à l'association Aide médicale et caritative France-Ukraine. Donc n'hésitez pas, il est déjà en librairie, il vient d'arriver. Je vous remercie tous les 4 pour votre participation active. Merci à Tony et Yvan à la réalisation. Merci à mes collaborateurs Hugues Noirtin, Maïlis Jolin et Marina Tavares, à notre directrice de production Marine Chantegrel, à Clément Monnier, notre producteur.
Merci à vous tous d'avoir regardé cette émission et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube. C'est peut-être un petit geste pour vous, mais pour nous, c'est un grand soutien. Nous sommes un média indépendant et nous ne vivons que grâce à nos lecteurs, téléspectateurs. Merci à tous, je vous souhaite une bonne journée.